PDS martèle qui ne prendra pas part à un procès sans le commanditaire. Les précisions de Abigail. Barthélémy Diaz ne compte pas participer à un procès sans commanditaire. Selon le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Abdoulaye Wade a reconnu que les nervis qui ont attaqué sa commune font partie de la sécurité du Parti démocratique sénégalais. Les criminels, ce sont les commanditaires du meurtre, mais également ceux qui l'ont financé. Tout le monde sait qu'il y a des commanditaires parce que l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, a reconnu que les jeunes qui ont attaqué la mairie de Mermoz Sacré-Cœur font partie de la sécurité du PDS. L'édile de Mermoz Sacré-Cœur affirme par ailleurs que le seul crime qu'il a commis, c'est de dire que le Parti socialiste doit avoir un candidat aux prochaines élections. Ce que le PS souhaite, c'est que Barthélémy Diaz ne soutienne pas Khalifa Sall. Il ne l'aura pas. Le seul souhait du parti, c'est de soutenir le président Macky Sall. Il ne peut pas compter sur moi. Il aimerait ma défaite, mais il ne l'aura pas. Face à la presse ce mercredi, Barthélémy Diaz a invité la direction du PS à avoir plus de courtoisie. Il invite également le chef de l'État à ne pas s'immiscer dans les problèmes du Parti socialiste. Le Parti socialiste souhaite que justice soit faite. Son porte-parole est convaincu qu'après le procès, les Sénégalais seront édifiés sur le mobile du meurtre de Ndiaga Diouf. Abdoulaye Wilane ajoute que c'est d'ailleurs le vœu le plus ardent de l'accusé. Le porte-parole du Parti socialiste est entretenu avec notre correspondant Mamadou Diop. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que la justice se fasse et se prononce comme cela se doit dans un état de droit. Que les droits et les prérogatives des uns et des autres soient préservés. Que la justice, et rien que la justice, ne triomphe. Je viens de vous dire la position de Barcelone. La position de Barcelone, c'est que nous sommes dans un état de droit. À chaque fois qu'il y a présomption de culpabilité, il y a à côté présomption d'innocence. Le seul habilité à dire le droit, c'est le juge. Et nous faisons confiance à la justice et aux juges. Que ce soit Barthélémy, que ce soit Ndiaga Diouf, tous ont dit qu'ils font confiance à la justice. Eh bien, laissons la justice faire son travail. Maintenant, ce que Barthélémy voulait et que nous voulions, c'est que la justice soit dite. Mais aujourd'hui, attendez, aujourd'hui, nous avons au moins la chance, l'espoir d'aller vers une élucidation par la justice de cette affaire-là. Donc on est en phase avec lui, il n'y a pas autre chose. Sous l'annoncé en début d'édition, vers un climat politique apaisé, le pouvoir et l'opposition se concertent ce jeudi. Un cadre d'échange qui fait suite aux griefs exprimés par les responsables de Manko Wattu Sénégal sur le processus électoral. De grands ténors de la classe politique ne seront pas de la partie, à savoir Idrissa Seck, Malick Gakou, Pape Diop, entre autres. Cette réunion n'est-elle pas vouée à l'échec? Non, répondent ces responsables politiques qui ont été rencontrés par notre reporter Ibrahim Fall. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le dialogue politique, justement, nous y restons entre l'État et l'opposition qui est prévu ce jeudi suscite la réaction des Sénégalais. Si certains sont optimistes, d'autres sceptiques, restent sceptiques et avancent comme argument le manque de volonté des deux camps. Toutefois, bon nombre déplorent l'absence de certains ténors de l'opposition et décrit le comportement des politiciens. Selon eux, ils ne sont pas des références pour la jeunesse, nous dit Adiara Bonardi. Le dialogue politique entamé le 28 mai dernier au Palais de la République se poursuit ce jeudi entre l'État et l'opposition regroupés autour de Manko Wattu Sénégal. Un dialogue de sourds, diront certains, vu le temps que cela a pris pour se concrétiser. Aujourd'hui, beaucoup soutiennent que les priorités sont ailleurs, malgré que des échanges sont essentiels pour la bonne marche d'un pays. Non, je ne pense pas que le dialogue va aboutir parce qu'on assiste à ces scènes depuis longtemps. C'est à chaque fois les mêmes choses alors que les priorités sont ailleurs. Ils sont là que pour leur intérêt.
Idrissa Seck, Malick Gakou, Ousmane Sonko, Pape Diop seront les grands absents lors de ce face-à-face avec le président Macky Sall, une position que fustige la population. C'est une occasion, selon elle, pour montrer leur bonne foi pour un espace politique apaisé. Beaucoup reconnaissent que la politique actuelle est trop sale. Je ne suis pas d'accord sur leur position. Ils doivent aller répondre car c'est le président qui les a appelés pour échanger et ça pourrait être une occasion pour régler ces conflits. C'est trop sale la politique. On dit souvent que c'est une voiture en panne. Une fois qu'elle démarre, elle vous laisse derrière. C'est ces genres de mentalité qu'il faut bannir. La coalition Wattu Sénégal a déjà formulé sa position sur le processus électoral, la nouvelle carte biométrique, le ministre de l'Intérieur, les velléités de fraude et bien d'autres soucis. Le chef d'état-major général des armées, général Mamadou Sow, a fait ses adieux aux armées ce mercredi. Le ministre des Forces armées, Augustin Tine, a magnifié son brillant parcours au service de la nation. Installé en 2012, le général Sow part à la retraite. Il sera remplacé par le général Cheikh Gueye après 4 ans de bons et loyaux services. La cérémonie d'hommage s'est déroulée ce matin au camp Dial Diop. Voyons cela avec Djibissar. C'est autour d'une cérémonie d'adieu qu'il a reçu les derniers hommages de l'armée sénégalaise. C'est le général Mamadou Sow, parti à la retraite. Venu présider la cérémonie, le ministre des Forces armées revient sur le brillant parcours du désormais ancien chef d'état-major général des armées. def na liggéey bu am solo ci ñeenti at yi passé 2012 ba tey président bi mu jëlee donc nguur gi dafa ni li ma bëgg mooy armée bi mu monter en puissance mu dénk ko général Sow dégg ngeen cursusam jóge ENSOA nekk fa major dem ENOA def fa liggéey bu am solo. Après des années passées à la tête de l'armée sénégalaise, le général Sow estime que la retraite est bien méritée. Après 39 ans, comme vous l'avez dit, le repos est bien mérité. Et je pense que j'aurai la chance en tout cas de le vivre. L'ancien chef d'état-major des forces armées, en l'occurrence Mamadou Sow, est par ailleurs revenu sur les défis qui attendent ses successeurs. Toutefois, il espère qu'ils les relèveront. Les défis, c'est comme un enfant qui grandit. L'armée, c'est une institution qui doit s'adapter aux défis nouveaux. Comme vous le savez, aujourd'hui, le terrorisme et les actes de grand banditisme sont là. C'est tout au quotidien des Sénégalais. Et ceux qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité et la quiétude des populations doivent toujours s'adapter à ces nouvelles formes de menaces et de risques. C'est ça les défis. Et ces défis, on ne peut pas les résoudre une fois pour toutes. Installé en 2012 à la tête de l'armée sénégalaise, le général Mamadou Sow sera remplacé par le général de division Cheikh Gueye, actuel chef d'état-major général des armées. Le chapitre santé, 40% des personnes porteuses du VIH ignorent leur statut, soit 14 millions. Affirmation de l'Organisation mondiale de la santé. En Afrique de l'Ouest, le taux de prévalence a connu une baisse. La prévention reste le meilleur moyen pour combattre la maladie. La contribution des artistes est tout aussi importante afin qu'ils soient des vecteurs auprès de la population. Pour renforcer la lutte contre cette maladie, un nouveau plan d'urgence sera mis en place. Ndeye Fatimlo nous en dit plus. Il s'agit d'une mission portant sur la prise en charge des pathologies malformatives de la face et des déformations du visage. Elle implique une ONG italienne dénommée Emergenza Solici et l'hôpital général de Grand-Yoff à travers le service ORL. Une trentaine d'enfants malades bénéficieront ainsi d'une intervention chirurgicale gratuitement. Le ministère de la Santé avait choisi depuis le mois de mai l'hôpital général de Grand-Yoff pour accueillir cette mission qui va prendre en charge des opérations chirurgicales des fentes labiopalatines. Il y a une cohorte d'enfants qu'on est en train d'accumuler dans plusieurs sites, pas seulement à l'hôpital général de Grand-Yoff, mais nous avons mis en contribution Albert Royer, nous avons mis en contribution la région médicale de Dakar et les différents districts pour vraiment assurer une réussite de cette activité. En plus du volet soins, un deuxième volet peut être plus important, celui de la formation. La délégation italienne fournira alors une formation de chirurgiens, de pédiatres, de radiologues, d'anesthésistes, d'infirmiers et de techniciens de maintenance à un certain nombre de médecins sénégalais. Nous, ce que nous faisons, c'est vraiment accueillir la mission, faciliter la prise en charge, faciliter les conditions de travail, essayer de pérenniser
le partenariat. Déjà dans le cadre du partenariat, il y a un volet qui est réservé à la formation. Mais dès que l'ONG sera ici à l'hôpital général de Grand Yoff, nous allons nous réunir avec eux pour définir concrètement dans quels aspects la formation des médicaux et des paramédicaux vont pouvoir se dérouler. L'hôpital général de Grand Yoff, dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise, a aussi joué sa partition et prend en charge l'hospitalisation et l'aide au diagnostic des bénéficiaires. Vous l'avez compris, c'était Louistina Sagna qui parlait des interventions chirurgicales liées à la malformation sur les visages, initiées par l'hôpital général de Grand Yoff et également une mission italienne. Et de 40% des personnes porteuses du VIH ignorent leur statut, soit 14 millions. Affirmation de l'Organisation mondiale de la santé. En Afrique de l'Ouest, le taux de prévalence a connu une baisse. La prévention reste le meilleur moyen pour combattre la maladie. La contribution des artistes est tout aussi importante, afin qu'ils soient des vecteurs auprès de la population. Les détails avec Ndeye Fatim. 78 millions de personnes vivent avec le sida dans le monde. En 2015, 4 800 000 de personnes infectées ont été enregistrées. Des avancées notables dans la riposte au sida ont été faites en Afrique. Le taux de prévalence de la maladie a baissé. Le Sénégal est un phare, est un exemple qui est répliqué à travers le monde parce que c'est l'un des pays où la pandémie a un taux d'infection qui est très très bas. Les endroits où il peut y avoir des zones d'infection, il y a aussi certains types de populations qui peuvent être sujettes à infection. Pour mieux riposter contre le sida et atteindre les 3,90 d'ici 2030, les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre vont mettre en place en 2017 un nouveau plan d'urgence. Le plan d'urgence est un plan qui appartient aux pays eux-mêmes, qui appartient à la société civile, qui appartient aux personnes vivant avec le VIH et qui permettra d'accélérer les efforts sur le plan national. Et ce plan sera lancé en marge du prochain sommet de l'Union africaine. Les artistes, à l'image de Baba Mal, Khouman et autres, vont mettre la main à la pâte. Ils vont servir de relais pour utiliser leur voix comme moyen de sensibilisation. Dans la chanson, je dis tout simplement que la première richesse de l'individu, c'est sa santé parfaite. Et j'aimerais bien que tous les jeunes artistes qu'ils participent à donner forme à cette chanson et la partager avec d'autres artistes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Pour cette année, la journée mondiale de lutte contre le sida est axée sur la prévention et a comme thème Hands Up for Activate Prevention. Levez la main pour la prévention du VIH-Sida. L'ONU-Sida demande aux personnes du monde entier de faire une vidéo de 30 secondes ou une photo d'un mot ou d'une phrase inscrite sur la paume de leur main, résumant ce dont elles ont besoin pour renforcer les efforts de prévention du VIH. La science à l'honneur à Dakar. Objectif, faire un plaidoyer sur l'importance de la recherche scientifique, mais aussi échanger sur leurs contributions pour la relance de l'économie sénégalaise. Cependant, les défis ne manquent pas. Ces doctorats invitent le gouvernement à accompagner la recherche scientifique, moteur de l'émergence. L'expertise locale a été également mise en exergue à travers des exposés. Abdoulaye était sur place. C'est la deuxième journée de la première édition des écoles doctorales communes consacrée à la fête de la science. Un moment opportun pour ces organisateurs de faire un plaidoyer sur l'utilité de la recherche scientifique tout en fixant quelques objectifs. Donc aujourd'hui, nous faisons la fête de la science. C'est une manifestation des écoles doctorales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et les objectifs de cette manifestation, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, il y a 3 objectifs majeurs que l'on peut retenir. Parce que simplement, le premier, c'est bien sûr un objectif pédagogique. Et les problèmes sociétaux auxquels on fait face sont des problèmes qui appellent plusieurs compétences. Et le second objectif, bien sûr, c'est de s'ouvrir au monde de l'entreprise parce que nous avons besoin que les doctorants actuellement qui sont formés puissent valoir leurs compétences après leur formation. Et le troisième, c'est bien sûr vulgariser un certain nombre de résultats de la recherche qui ont été faits au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La recherche scientifique constitue une locomotive pour mettre le Sénégal sur les rails du développement socio-économique. Mais cela passe d'abord par un accompagnement afin de trouver un environnement scientifique propice qui permettra aux chercheurs de bien faire leur travail. Vous savez, une recherche, ça demande aussi des moyens.
ça demande des moyens à la fois financiers, des moyens à la fois humains, ça demande aussi des équipements. Et tout ça, ça fait partie des choses que nous devons relever pour que la recherche soit en tout cas une recherche de très haut niveau. Cette rencontre a vu la présence d'étudiants dont la plupart des doctorants. L'expertise de ces derniers est illustrée par ces matériels inventés, une façon pour eux de démontrer que l'Afrique peut se développer sans compter sur l'extérieur. Le ministre de l'Éducation nationale a réuni ce mardi les secrétaires généraux des différents syndicats, les parents d'élèves et la société civile pour échanger sur les indemnités liées aux examens du CFFE, du BFM et du baccalauréat. Pour les deux premiers cités, les paiements sont à jour. Pour le bac, Sédhiou vient de recevoir ses virements. Les syndicalistes déplorent les omissions d'une valeur d'1 million que l'autorité veut donner à l'IA de Rufisque. Pape Mamadou Kane est le secrétaire général du syndicat démocratique des enseignants libres du Sénégal. Le voici. Nous sommes sortis de cette rencontre avec vraiment notre faim, tout en disant qu'effectivement, il y a une bonne volonté, mais les enseignants attendent plus. Et aussi, il faut le dire aussi, en tant que syndicat d'enseignants, aujourd'hui, l'heure doit être à l'ouverture du dialogue sur le système LNGR. C'est ce que nous attendons du gouvernement. Sur les paiements des rappels d'intégration, d'avancement, etc. et j'en passe. Bon, ces questions-là, vraiment, c'est des questions mineures. Et ce n'est pas des points de revendication, c'est des acquis démocrates, c'est des acquis. Donc on ne peut pas aujourd'hui venir nous parler des acquis. Alors qu'il y a vraiment un gap qui est là, derrière nous. Et le gouvernement doit ouvrir très rapidement des négociations vraiment sur ces choses-là. C'est des questions très importantes pour l'avenir des enseignants et aussi pour l'avenir de l'école. Et si aujourd'hui nous voulons aussi un système stabilisé, un système vraiment avec 900 heures de quantum scolaire, comme on l'a préconisé à Sali lors de la dernière rencontre avec les syndicats d'enseignants, il faut prendre le tour par les cônes et engager vraiment le processus de négociation le plus rapidement possible sur le système d'indemnitaire et aussi sur le paiement des rappels et aussi des avancements. En fait, pour un problème de moins de 2 milliards de francs CFA, on ne peut pas appeler des organisations du Sénégal pour en parler, en discuter, pour dire que voilà, à Sédhiou, il y a des dysfonctionnements, tout juste à Rufisque, il y a des problèmes de 150 000 pour Sangalkam, 150 000 francs CFA qu'on va différer jusqu'au mois de janvier, et je ne sais pas, 1 million pour la commune de Rufisque, pour des paiements, pour des déplacements et des indemnités. Ça vraiment, c'est inacceptable. Et nous reparlons de la concertation entre le pouvoir et l'opposition de ce jeudi, un cadre d'échange qui fait suite aux griefs exprimés par les responsables de Manko Wattu Sénégal sur le processus électoral. De grands ténors de la classe politique ne seront pas la partie, à savoir Malik Gakou, Pape Diop, Idrissa Seck, entre autres. Cette réunion n'est-elle pas vouée à l'échec? Non, répondent ces responsables politiques rencontrés par Ibrahim Fall. Rencontre entre l'opposition et le pouvoir en place. Des leaders politiques se disent optimistes pour cette rencontre. S'ils décident, à moins de 8 mois des élections législatives, de discuter avec l'opposition, mais tant mieux. Ça, nous ne pouvons que saluer ce geste-là et attendre qu'après cette rencontre, que cela puisse être bénéfique pour le pays. Je crois que le président Macky Sall, pour l'image du Sénégal et pour son image personnelle, a intérêt à écouter l'opposition et à s'entendre avec l'opposition sur les questions majeures. Qu'on résolve pour toujours le problème du fichier au Sénégal. On fait comme on avait fait à son premier appel, qui n'était que vraiment du folklore, quand il a parlé de dialogue national, ou bien on va parler de choses sérieuses. Et en ce cas, il s'impose un choix. Quel choix? Des gens qui ont la maîtrise, qui ont la technique, qui connaissent le processus électoral. Il ne peut y avoir tentative de déstabilisation de la force de l'opposition, estiment ces leaders politiques. Il ne peut pas y avoir tentative de déstabilisation parce que quand même l'opposition, on les respecte. Parce que c'est une opposition soudée aujourd'hui autour de Manko Wattu Sénégal. Nous les respectons. Et aujourd'hui, dans une démocratie aussi, il faudrait qu'il y ait un État fort, mais en face aussi une opposition forte, pour que le jeu d'équilibre puisse être joué de manière cohérente, de manière efficace. Le président Léopold Sédar Senghor nous appelait toujours au dialogue. Il disait « diso ak sammakati », diso ak baykati, diso ak napakati. Et je pense qu'aujourd'hui, nous saluons cette initiative. C'est des racontards, c'est les gens qui le disent. Le président ne peut pas nous déstabiliser. Le président gouverne, nous on s'oppose. Chacun est dans son camp. Cependant, entre les deux camps, il faut qu'il y ait des passerelles et des espaces de dialogue.
Le président de la République a accepté de rencontrer l'opposition suite à un mémorandum de la coalition Manko Wattu Sénégal, une rencontre qui est partie pour trouver un consensus, soutiennent ces hommes politiques. Intéressons-nous à présent à la série de crimes et autres actes de violence notés ces derniers jours. L'association des marabouts de Guédiawaye hausse le ton. Ces religieux condamnent ces actes qui ne disent pas leur nom. Toutefois, ils précisent qu'ils se cachent derrière cette spirale de violence et des esprits mécontents. Selon eux, il faut faire des sacrifices. L'association des marabouts de Guédiawaye a fait face à la presse ce mardi. Khalidou Niang et leur porte-parole y réagit au micro de Abdoulaye Wanyanga. Les marabouts se sont réunis et ont fait leur voyance et ont constaté que cette violence-là est due au manque de sécurité, en quelque sorte. Bon, ceci est lié aussi à un manque d'éducation des jeunes, surtout en particulier. Les marabouts aussi ont constaté aussi, pour parer à tout cela, il faut que le peuple sénégalais se réunissent, se soudent et fassent une éducation intense pour les jeunes. En même temps aussi, il faut qu'il y ait aussi une éducation de base. C'est-à-dire si les gens n'ont pas d'éducation de base, ils ne pourront pas respecter qui que ce soit, raison pour laquelle ils passeront tout leur temps à quereller, à chamailler, à s'entretuer. Sous l'annoncé en début d'édition, les électeurs gambiens sont appelés aux urnes ce jeudi. Cela fait 22 ans que Yaya Jammeh est à la tête du pouvoir. Avec nous sur ce plateau, Frédéric Tendeng, journaliste et ancien rédacteur en chef de Sud FM Banjul. Bonsoir, monsieur Tendeng. Bonsoir. Alors, à quelques heures de l'élection, phare, on va dire, en Gambie, un nouveau système de vote qui vient d'être mis en place. Quels commentaires cela vous inspire ? En fait, il n'est pas aussi modifié qu'il le paraît. Parce que je pense qu'on fait allusion aux billes. Aux billes qui seront utilisées. Tout à fait. C'est un système qui est là depuis l'époque coloniale. D'accord. Le colon britannique pensait que la plupart des Gambiens étaient analphabètes et qu'il était compliqué de leur faire voter à travers des bulletins. Donc, ils utilisaient les billes à côté de petits barils, de petits réservoirs où il y a la photo du candidat affiché. Et ça permet à celui qui n'est pas allé à l'école de savoir que je mets ma bille dans ce petit baril. D'accord. Donc, c'est un système qui a toujours été là. Par contre, il y a eu une petite réforme qui a été mise sur place. Le candidat Jammeh, le président Jammeh, pensant que l'affaire était pliée pour lui, a cette année décidé que le décompte aurait lieu sur place dans chaque bureau de vote. C'est une nouveauté sur laquelle l'opposition est en train de se capitaliser. Parce que pour la première fois, l'opposition quand même a réussi à trouver un candidat unique. Et voilà, Adama Barrow. Et cela a fondamentalement changé un tout petit peu la donne. Aujourd'hui, si on voit un peu l'évolution du monde avec les pays qui réclament de plus en plus la démocratie et tout, si on en vient à utiliser des billes pour voter, vous ne craignez pas que cela fasse un peu tâche devant la communauté internationale? Pour les téléspectateurs qui nous suivent, peut-être ils vont se souvenir qu'en avril dernier, il y a eu un jeune qui est descendu dans la rue, Solo Sandeng, avec certains autres jeunes, pour demander qu'il y ait réforme électorale. Parce que les Gambiens sont conscients qu'ils ne peuvent pas être en retard, ils ne peuvent pas être en marge du progrès dans le monde et en Afrique. Donc ils demandent des réformes électorales, réformes dans lesquelles ils demandent également qu'on utilise des bulletins, qu'il y ait concertation entre les partis de l'opposition et le pouvoir sur les réformes électorales à appliquer. Ce que Jammeh n'a jamais voulu entendre, il a arrêté Solo Sandeng qui a été torturé à mort. Ensuite, son chef de parti a voulu marcher pour réclamer son corps, il a été envoyé en prison. Donc, il y a eu une vague de répression qui s'en est suivie. Et donc, vous pouvez imaginer que ce n'est pas dans un contexte pareil qu'on peut avoir des réformes électorales inclusives permettant à tout le monde de s'exprimer librement. Donc, l'Union européenne a tenté de mettre la pression pour avoir une plateforme tripartite entre l'opposition, la commission électorale et le pouvoir. Mais à la dernière minute, Jammeh a claqué la porte. Donc c'est dans ce contexte-là que les gens sont allés à la présidentielle. Aujourd'hui, le candidat Amadou Barrow, vous dites candidat de l'opposition, pour une fois que l'on remarque cela, vous pensez qu'il a ses chances devant un président qui se targue d'avoir fait 22 ans à la tête de la Gambie et avoir mis en place des choses qui ont pu peut-être porter la Gambie devant les autres pays? Dans une démocratie normale,
l'opposition gambienne a toutes les raisons de garder espoir. Mais en Gambie, c'est toute une autre chose. Parce que dans la commission électorale indépendante, par exemple, il y a un bureau des agents de renseignement, la très redoutée NIA, qui est au début à la fin de toute la machine répressive de Yahya Jammeh. Imaginez par exemple qu'un candidat, Henry Diouf, qui allait déposer son dossier de candidature, le mandataire de ce dernier a été arrêté et mis dans une cellule. Donc Henry Diouf n'a pu déposer son dossier de candidature et il a été abandonné dans la course. Et il y a eu des cas de violence. L'armée, par exemple, qui bat campagne ouvertement pour le président, l'armée, la police. Oui. Aux dernières nouvelles, les casernes de... C'est officiel d'ailleurs, c'est la commission électorale indépendante qui le fait savoir, que les casernes de l'armée, mais également les garnisons et les camps, vont abriter des bureaux de vote. Et tout le monde sait, c'est la télévision nationale gambienne qui le montre, des gens venus de Casamance, des gens venus de la Mauritanie qui disent qu'ils sont gambiens. Mais ça, tout le monde a des doutes par rapport à ça. Ils sont hébergés dans des stades, dans le complexe de la Social Security Housing à Kanila, le village natal du président. Et tous ces gens-là vont aller voter. Donc, c'est des conditions qui ne prêtent pas à ce qu'on pense peut-être que l'élection aura lieu dans des conditions assez transparentes et des conditions équilibrées. Et l'autre chose qu'il faut surtout remarquer, c'est que la Gambie est un pays membre de la CEDEAO. Oui. Mais la Gambie n'a pas accepté que la CEDEAO y envoie des observateurs. La raison évoquée, ils sont en retard par rapport à la demande qu'ils ont formulée pour en prendre part.